Et je vais être plus précis en vous donnant un peu la hiérarchie d'un côté des bonnes énergies, de l'autre des mauvaises énergies. C'est comme ça que ça se pose. C'est très manichéen. Il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Alors, du coup, commençons par les mauvaises. L'énergie qui est clairement à dépasser pour les Français, c'est le pétrole. C'est un fait constant dans nos études. Ils tiennent pour certaines la fin imminente de l'ère du tout pétrole. Et à l'horizon 2050, voire même avant, on le voit bien. Par exemple, aller vers une société sans pétrole a été noté cet automne sur une double échelle positif-négatif 7,7 sur 10 et sur l'échelle présence dans le futur 7,3 sur 10. Le pétrole lui-même, le pétrole est noté près de 4 sur 10 dans toutes les enquêtes récentes. C'est le diesel particulièrement qui est mal noté. Ce sont les principaux accusés des dérèglements climatiques qui sévissent sous nos yeux, et en particulier dans les journaux télévisés de cet automne, avec les tempêtes et les inondations dans le sud de la France. Ce sont aussi les emblèmes d'un pouvoir d'achat en berne, même si l'évolution récente des prix atténue momentanément cette perception. Et puis c'est troisième tare du pétrole, une pénible dépendance aux pays producteurs. Et donc tout cela nourrit le souhait d'aller vers une société sans pétrole. Deuxième mauvaise énergie, le nucléaire. Notre relation nucléaire est complexe, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Les personnes qu'on interroge dans nos enquêtes associent toujours l'énergie nucléaire, qui est notée juste au-dessus de 5 sur 10 en France. Après, ça dépend un peu des régions, mais il y a des variantes. Mais 5 sur 10 en moyenne sur l'ensemble de la France, échantillon de 1000 personnes sur quota classique. Ils associent toujours l'énergie nucléaire au rêve d'une indépendance énergétique nationale, très fortement ancrée dans notre culture, et d'une production quasi illimitée, et de surcroît sans dégagement à effet de serre. Mais les grandes catastrophes ont durement atteint l'image du nucléaire, bien plus d'ailleurs que les problématiques du démantèlement des centrales ou des traitements des déchets. Et force est de constater qu'en dépit de ces risques perçus, le nucléaire continue de tirailler nos compatriotes entre des aspirations contradictoires. Et par exemple, on constate, étude après étude, que l'argument de la sécurisation et de l'encadrement du nucléaire continue bel et bien de fonctionner. Alors, la troisième catégorie d'énergie classée du côté des mauvaises, c'est les gaz fossiles, avec là des représentations à géométrie variable. Les perceptions spontanées du gaz montrent que c'est une énergie qui est très appropriée par les individus au quotidien, mais qui est associée évidemment à la représentation de danger et de dépendance, à la Russie tout particulièrement. Il faut distinguer le gaz de schiste qui aujourd'hui est rejeté. Je ne pense pas que ce rejet soit forcément définitif. Je considère tout simplement que les industriels n'ont pas trouvé les mots pour parler du gaz de schiste, et pour surtout montrer ce vers quoi il permettrait d'aller, dès lors qu'un certain nombre de conditions ont été réalisées. Et puis, celui qui est noté positivement, parce qu'il est familier, c'est le gaz naturel. Il est noté au-dessus de 6 sur 10 dans les enquêtes. Mais il fait partie, néanmoins, des énergies dont nous devons, à leurs yeux, nous départir. Les bonnes énergies, c'est d'abord, évidemment, les renouvelables, avec des scores qui frôlent le 8 sur 10. La biomasse, qui a l'avantage de combiner l'imaginaire du recyclage et celui de l'énergie, la géothermie, l'hydraulique, l'éolien, qui est noté autour de 7,5, et le solaire, qui est noté plus proche de 8, qui constituerait la solution aux yeux des Français, mais qui est encore trop cher et trop peu efficient. Deuxième bonne énergie, l'électrique, noté juste au-dessus de 7. On est donc à 1 point des renouvelables. Sur une double échelle positif-négatif et de présence dans le futur, au-dessus de 7. Donc c'est l'électrique, l'électricité, l'énergie électrique est une énergie projetée dans le futur, importante, et qui est préférentiellement perçue dans nos études comme une bonne énergie, parce que électrique, ça veut dire propre, par opposition au pétrole. Propre
par opposition au pétrole. Donc il y a suspicion sur le nucléaire, mais dès lors qu'on parle d'énergie électrique, vous voyez que ça devient beaucoup plus favorable. Et puis elle est envisagée comme une énergie du futur, et le véhicule électrique tire la perception de l'électricité vers le haut. On le voit bien, même si les gens n'achètent pas de voiture, la perception, la représentation du véhicule électrique est très favorable. Je ne parle pas des smart grids, etc. C'est très favorable pour les autres. Oui, mais ils y viendront. C'est l'œuf et la poule, c'est tous les sujets que vous connaissez. Et puis, il y a des outsiders qui montent. Je pense en particulier, je pense à l'énergie hydrogène, pas en particulier, je pense à l'énergie hydrogène, qui tutoie l'électricité dans nos enquêtes à 7,2, sur ces deux mêmes échelles, qui bénéficie certes d'une notoriété moindre, mais qui est croissante, et d'une image qui reste floue, mais qui est fort positive, plus positive même que l'image de l'électricité. Et ceux qui pensent que quand on parle d'hydrogène, on voit le Hindenburg, je peux vous le dire, ils ont plus de 60 ans. Hein, donc, alors on dirait dans la population c'est une tranche d'âge qui va aller croissante, mais enfin, c'est quand même de l'histoire ancienne. Quand on interroge les moins de 60 ans, ils ne voient pas le Hindenburg, ils ne voient pas la bombage, quand on parle d'hydrogène. Alors, aucune des solutions actuelles, néanmoins, bonnes énergies ou pas, n'est considérée comme un miracle. Et l'énergie révolutionnaire reste à inventer, avis aux amateurs. C'est ce qui explique l'idée de mix énergétique. Elle est perçue très favorablement, le mix énergétique, dès lors qu'on s'attache à bien l'expliquer. Et par exemple, quand on teste l'idée de diversifier nos sources d'énergie par un mix énergétique, on obtient presque 8 sur 10 sur les mêmes échelles. Même si cette solution composite peut sembler un compromis, même si elle peine à incarner la révolution attendue, l'idée de mix énergétique est très porteuse. Vous le comprenez, pour l'heure, on est plutôt dans un statu quo des énergies, d'où l'idée que la transition est un peu hors sujet. Alors pour terminer, je voudrais vous signaler qu'il y a une composante essentielle dans cette transition, c'est que dans la révolution énergétique que les gens attendent ou appellent de leur vœu, il y a l'idée de relocalisation de la production et de la consommation d'énergie. Je l'ai dit, l'indépendance énergétique de la France, promesse du nucléaire, est encore très enracinée dans les esprits. Elle est très bien notée dans les enquêtes. Mais au-delà d'indépendance, nos concitoyens rêvent d'un circuit court de l'énergie. L'idée de circuit court à la cote dans notre pays et dans tous les pays, je dirais, dans tous les domaines. On l'a bien vu récemment, tout ce qui est produit local est très très apprécié et a déclassé, a surpassé, par exemple, dans le domaine agricole, les produits biologiques. L'idée de circuit court est très forte. C'est naturellement dans la production et la consommation de produits agricoles qu'elle rencontre le plus vif succès, 8,5 sur 10. Mais cette idée de circuit court, on la ressent également en filigrane derrière les aspirations en matière d'énergie, car elle est sous-tendue par une autre perspective, celle d'une autonomie énergétique qu'on observe dans certains territoires comme étant très forte. Par exemple, les Rhône-Alpins rêvent et se rêvent comme une région, Rhône-Alpes, d'autonomie énergétique et parfois même un peu plus. Le futur est donc perçu comme un échange entre de petits producteurs d'énergie qui revendraient à de petits consommateurs, rêve particulièrement fort, on l'a vu encore récemment dans nos enquêtes auprès des ruraux et auprès des jeunes. Vous avez dans les campagnes beaucoup de Français qui attendent la voiture électrique, qui attendent la production dans la maison d'électricité pour subvenir aux besoins du quotidien. L'avenir, nous a-t-on dit à plusieurs reprises, c'est, je cite, d'avoir une éolienne dans son jardin pour relier sa voiture électrique, mais aussi un poêle à bois et une connexion au réseau au cas où. Une sorte de mix énergétique à l'échelle du foyer en construction. Alors je terminerai
par une ambiguïté. Les figures rassurantes des anciens monopoles sont appréciées. Les Français valorisent fortement la production locale et individuelle. Mais ils considèrent encore que l'importance et la complexité des enjeux de l'énergie impliquent une très étroite implication de l'État. Les idées de monopole, de gestion publique, ne sont pas abordées très favorablement, mais il demeure crucial que derrière les petits et les grands énergéticiens apparaisse la figure rassurante de l'État régulateur. Et ceci, quand bien même l'action des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie est aujourd'hui perçue à peine positivement. Quand on teste tous les acteurs, pas seulement les énergéticiens, mais les associations, les Français, quand on teste l'ensemble des acteurs de l'énergie, les pouvoirs publics sont notés 5-1 en matière d'action dans le domaine de l'énergie, 5-1 sur 10, et en termes de présence dans l'avenir, à peine 6. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que tout simplement, nos gouvernants sont discrédités. Et les pouvoirs publics, l'État, sont toujours notés négativement, autour de 4 sur 10. Donc il y a ce paradoxe. Vous l'aurez compris, cette transition énergétique imaginée par les Français, en un mot, est une double transition d'une énergie à une autre, mais aussi d'un type de producteur à un autre. Je vous remercie. Merci beaucoup.